Oui, c'est bon. Oui, donc bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous et à toutes, pardon. Avant de commencer mon exposé sur la vidéo, je voudrais remercier tout d'abord Monsieur Jean-Luc Tinchamp et Monsieur Paul Dietschi, brillantissime professeur et universitaire bien connu à l'étranger. Félicitations à Jean-Luc Tinchamp, donc, qui est professeur agrégé en éducation physique et sportive et directeur régional de la Fédération française du sport universitaire. Il contribue avec succès au développement de la filière sport et handicap à l'UFR STAPS de Besançon et l'organisation d'une journée d'études inaugurale à un championnat de France universitaire et novatrice. Elle permet notamment, comme le titre du colloque l'indique, de mettre en perspective ce que pourrait être la pratique du football de demain. Bravo, Monsieur Tinchamp. Je voudrais remercier et féliciter également Monsieur Paul Dietschi, auteur de fort nombreux ouvrages à succès, dont un très volumineux Histoire du football. Et je dois dire que lors d'un séjour à Milan, en décembre 2019, donc je tombe sur un article d'un journal italien, Il Foglio, donc ceux qui font le sport, et Monsieur le professeur Paul Dietschi y est cité. Donc bravo, Monsieur le professeur. Être ici à Montbéliard est un réel plaisir pour moi, ayant des racines franc-comtoises par mon père, qui est président de l'Association des Franc-Comtois de Marseille. Et nous sommes à quelques pas du football club de Sochaux, qui est un club historique du football français, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le professeur, un des fondateurs du championnat de France, et cela fait longtemps que je ne suis plus retourné dans ce stade. Cela sera fait ce soir. Et d'ailleurs, étant pro-européen, et je sais que dans la salle, il y a de nombreux pro-européens, dont un ancien président, donc M. Fury, j'avais lancé, il y a quelques mois, l'idée d'un match amical annuel entre les sélections de France et d'Allemagne de football lors de la journée franco-allemande, et j'estime que ce match pourrait se tenir au moins une fois au stade du FC Sochaux, qui porte le nom d'Auguste Bonal. Ce serait un geste fort symbolique, d'autant que la ville de Montbéliard a connu par le passé des influences germaniques. Cette parenthèse étant faite, venons-en maintenant donc à la vidéo dans le football, qui sera abordée sous l'angle de 11 points différents, ce chiffre 11 étant bien connu du monde du football, et cela va nous permettre de voyager à travers le passé, le présent et le futur. Oui, on peut... Oui, on peut aller. Alors, premier point. Alors, nous avons la chance d'avoir à ce colloque d'éminents spécialistes. Donc, Michel Vautreau, c'est peut-être le meilleur arbitre de tous les temps de l'histoire du football. Bon, il va nous donner son avis tout à l'heure sur l'arbitrage et la vidéo, mais en fait, je pense que Michel Vautreau, c'est de loin le mieux placé pour parler des arbitres. Il a porté très haut les couleurs de l'arbitrage français dans le monde avec grand panache. Il a arbitré plusieurs finales, une finale de la Ligue des Champions FC Barcelone, Steaua Bucarest. Il a arbitré aussi la finale de l'Euro Pays-Bas URSS, ainsi que la demi-finale du Mondial Argentine-Italie. Michel Vautreau, c'est le king des arbitres. Et j'ai participé à de nombreux colloques avec lui, et il a souvent dit, en fait, on peut parler, on peut passer le... Après, en fait, on reviendra avant. Donc, on peut dire, donc, déclaration de Michel Vautreau, donc c'est le premier point de mon intervention, l'arbitre est un ami. Donc, l'arbitre est là pour vous aider. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Nous avons aussi un deuxième spécialiste, monsieur le professeur Olivier Chauveau, qui est l'auteur d'ouvrages sur l'arbitrage, notamment « Siffler n'est pas jouer », et donc dans cet ouvrage, il développe très justement et abondamment sur le rôle et l'importance des hommes et également femmes en noir. Donc premier point, on peut voilà. L'arbitre est un ami, donc comme l'a dit Michel Vautreau, on ne peut pas parler de l'arbitrage et de la vidéo sans souligner ce préalable. Deuxième point, donc toujours Michel Vautreau, donc on peut vivre l'arbitre. Donc
et Olivier Chauveau, donc, qui s'exprimera tout à l'heure, importance des hommes et des femmes en noir. Deuxième point, nous en venons maintenant donc au cœur même de notre sujet. La vidéo était devenue inéluctable à la suite d'erreurs. Vous connaissez tous les matchs... Oui, on peut aller... Oui. Vous connaissez tous les matchs litigieux qui font aujourd'hui partie de l'histoire du football. On ne peut pas tous les citer, mais le match... Je dirais un des matchs les plus importants du XXe siècle, c'est la finale de 1966. Donc, finale Angleterre-Allemagne, le journal de l'équipe, donc c'est le journal de l'époque, donc d'il y a 56 ans, qui titre score virtuel 2-1, les 3 derniers buts contestables. Donc cela signifie que lors de cette finale, 3 buts sont litigieux. Et là, en fait, il faudrait un zoom pour voir de plus près. En bas de page, c'est le but de Geoff Hurst, dont on ne sait s'il a franchi la ligne de but ou pas. Et là, on voit sur la photo, bon là, il faudrait une loupe, entre guillemets, ou un téléobjectif hyper puissant. On voit le ballon sur le bras d'un footballeur allemand. Donc, une vraiment historique. Alors, vous connaissez... Oui, on peut aller plus loin. Oui, vous connaissez la main de Diego Maradona, Coupe du Monde de football 1986. Hélas, je n'ai plus la couverture de l'époque, mais j'ai le journal de 4 ans plus tard, donc 1990. C'est la main donc de Vata, donc du joueur de Benfica, qui élimine l'Olympique de Marseille, en fait, de la finale de la Coupe d'Europe. Donc, le journal disait la main du diable, et là vous voyez le football en désaccord avec son temps, donc le journal marseillais donc de l'époque qui est clair, le journal évoque certains sports qui avaient la technologie, et à l'époque ce n'était pas le cas du football. Et on peut dire, bon, même si cela peut choquer certains, si à l'époque la vidéo avait été instituée, peut-être que l'Angleterre aurait remporté la Coupe du Monde en 1986 et même l'Olympique de Marseille serait devenu champion d'Europe en 1990, 7 ans jamais, mais la vidéo n'était pas là. Peut-être que si le résultat de ces rencontres avait été changé, sans doute que la vidéo ne se serait pas imposée. Mais comme vous le savez, les règlements n'autorisaient pas à l'époque de revenir sur le score du match. Troisième point. Donc, nous en venons maintenant, donc c'est la troisième idée. Donc, on va aller jusqu'à 11, hein. Nous n'en sommes encore qu'au début. Donc, troisième point, pour la justice sportive. Alors là, je dirais, c'est à mon avis l'erreur de trop. Donc, c'est la Coupe du Monde 1990, c'est le fameux match, c'est entre guillemets, je dirais, un autre match Angleterre-Allemagne. Décidément, il y a souvent des questions d'arbitrage lors de ces rencontres entre ces deux pays. Donc, le journal The Independent avait dit à propos du but anglais qui n'avait pas été validé, donc on le voit sur l'image, le ballon avait franchi la ligne de but, they scored a perfectly good goal. Donc ça veut dire qu'ils avaient inscrit un but parfaitement valable, mais en fait, il n'a pas été accordé. Donc un bel exemple d'injustice qui nous avait motivés à l'époque à lancer avec Légisport une pétition pour l'institution de la vidéo qui avait été relayée dans plusieurs pays. Puis en 2015, nous avions saisi la FIFA et l'International Board pour demander la généralisation de la vidéo dans tous les pays et dans les continents, donc du monde entier, pour des situations de jeu précises, le franchissement de la ligne de but, l'expulsion, la faute de la main, le penalty, la brutalité et le hors-jeu. Nous évoquions à l'époque qu'il fallait la vidéo pour un rayonnement encore plus grand du football, car nous estimions et nous avions vu que la vidéo avait été utile dans d'autres sports comme le tennis avec le système du Hawkeye. Alors après nous allons, voilà, donc quatrième point, donc là on va aller entre guillemets, on va essayer d'aller plus vite pour essayer de respecter le timing, même si ça va être difficile. Donc quatrième point, donc aider les arbitres. Notre position a été guidée dans le souci de tenter d'aider les arbitres. Ce n'est pas de critiquer les arbitres. Pourquoi se priver de la vidéo si elle peut détecter, si cela peut permettre de détecter des erreurs ou des tricheries?
c'est notre conception et nous avions à l'époque reçu un certain nombre d'encouragements. Je me souviens de ce message qui mérite en fait qu'on le lise. Donc d'après ce message, un monsieur nous déclarait, c'était sur un autre continent, ce n'était pas du continent européen, il va falloir mettre nos efforts ensemble pour venir à bout de ces injustices. Quand on gagne justement, on est 2 fois heureux. Mais quand on gagne injustement, on a honte à l'intérieur de soi et que dire à nos enfants. Donc ça, c'est un message que j'ai reçu d'une personne du continent africain. Nous avons également été destinataires de messages allant en sens inverse, bien évidemment, précisant que l'erreur d'arbitrage fait partie du sport. Et parmi les critiques qui sont adressées à la vidéo, ce sont toujours les mêmes critiques, quelles que soient les époques, que ce soit aujourd'hui ou il y a 20 ans, un football à plusieurs vitesses, un jeu haché, etc. et un empiètement du pouvoir des arbitres. Donc, 5e point, c'est faire preuve de modestie. Comme vous le savez, donc la technologie s'est imposée à un double titre. D'une part, avec la goal line technologie pour le franchissement de la ligne de but, puis avec la VAR, donc vidéo assistante référée, pour le but, le penalty, le carton rouge, l'erreur d'identité du joueur sanctionnée disciplinairement, même si le temps a été long pour voir l'introduction de la technologie. Je pense que nous devons faire preuve de modestie et il est utile de réfléchir comment on peut améliorer le système de la vidéo dans les années à venir. Car le jeu va continuer d'évoluer et d'aller vite. N'hésitons pas à lire les journaux, les avis des spécialistes. Alors, il y a un très grand nombre de livres sur la vidéo. Il y a des livres de M. Barré, de M. Derrien, de M. Doucet. Et nous avons également un des derniers, c'est le livre de M. Ludovic Ténez, que vous connaissez sans doute. Donc, dans un ouvrage fort documenté, VAR, le miroir aux alouettes. Donc, il précise que la VAR doit être mise hors jeu car elle propose une interprétation des lois à géométrie variable, rajoute de la confusion et génère un sentiment d'injustice plus fort qu'un arbitre qui commet une erreur. Des évolutions vont voir le jour, nous en sommes persuadés, et des congrès comme celui-ci qui est organisé aujourd'hui par donc les professeurs Tinchamp et Ténez sont importants car ils vont permettre de confronter les points de vue. Parce que tout à l'heure, nous allons donc écouter Michel Vautreau et nous allons écouter donc le professeur Chauveau. Donc leurs avis seront forcément éclairants. Donc nous allons voir ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, déjà dans des précédents congrès, j'ai déjà eu entre guillemets des retours. Certains m'ont dit la vidéo ne doit concerner que le franchissement de la ligne de but. Donc ça veut dire que pour certains, il ne doit y avoir la vidéo que pour la goal line technologie. En fait, on n'aurait pas dû instituer la VAR. D'autres m'ont dit, d'autres demandent des réformes de l'arbitrage, comme l'attribution de cartons d'exclusion temporaire durant les matchs. Bon, je sais que ça a été évoqué tout à l'heure par M. Xis pour la FSGT, mais en fait, c'est des demandes, c'est des déclarations qui me sont déclarées lors des colloques, ou même d'accorder des coups francs indirects pour des mains involontaires. Donc, je pense que le congrès d'aujourd'hui sera intéressant, car je pense que l'avis de ces deux personnalités sera forcément très utile. 6e point, les matchs, c'est bon, ne sont pas un long fleuve tranquille. Effectivement, les matchs ne sont pas un long fleuve tranquille, car les polémiques sont nombreuses sur les matchs. Donc bon, là, je ne peux pas reprendre tous les matchs de l'année, puisque presque à chaque journée de championnat, il y a des critiques sur des erreurs ou de mauvaise utilisation ou de bonne utilisation de la VAR. 2 exemples récents, la finale de la Coupe de France du 7 mai 2022 entre le FC Nantes et l'OGC Nice. L'arbitre de la finale a accordé un penalty à Nantes suite à une main d'un joueur de Nice. Alors, nous avons lu sur un site internet, Foot01, un penalty totalement justifié pour les uns et scandaleux pour les autres. Donc, en fait, le pour et le contre. Ce qui est sûr, ce qui nous met d'accord, c'est que le penalty transformé a fait de Nantes le vainqueur de la Coupe de France. Autre match, donc,
On en revient toujours à l'Olympique de Marseille aussi, hein, mais bon, il y a eu un match, donc Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, le 1er mai 2022. Lyon gagne au Stade Vélodrome sur le score de 3-0. Les journaux à Marseille n'y vont pas par 4 chemins. La Provence titre « À quoi sert la VAR ?» Donc la Provence, et la Marseillaise qui titre également « L'OM s'est-il fait voler ?» Donc, nous nous trompons pas en disant que les matchs ne sont pas un long fleuve tranquille. Alors, 7e point, alors là, c'est une proposition donc, que nous formulons. Bon, elle n'est pas, je dois dire, en fait, elle est loin de faire l'unanimité et elle provoque un certain nombre de remous dans le monde du foot et de l'arbitrage. Vous le savez, les arbitres sont au centre du processus décisionnel et peuvent être interpellés par les assistants VAR sur des actions litigieuses. Et dans différents congrès, nous avons formulé donc cette proposition. Elle apparaît comme farfelue pour certains, c'est ce qui m'a été dit dans d'autres congrès. Nous estimons que le capitaine de l'équipe de football, que ce soit donc le capitaine du club ou le capitaine de la sélection, doit pouvoir accéder à la vidéo, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir demander à ce qu'on visionne la vidéo si celle-ci n'est pas enclenchée par le système arbitral. Alors d'autres sports semblent en avance. Cela existe dans le volley, mais ce n'est pas le capitaine qui demande la vidéo. C'est l'entraîneur, c'est ce qu'on appelle le challenge vidéo. Donc le challenge vidéo permet à un entraîneur de demander une vérification d'actions suspectées, mal jugées, dans certains cas précis. Bon, si vous voulez en savoir plus, il faut se reporter au livre donc, du professeur Ténez, donc sur la VAR. Donc sur cette question, à mon avis, bon, même si certains disent c'est démesuré ou farfelu, je pense que ça mériterait une expérimentation. Enfin, donc 8e point, donc la vidéo doit être généralisée dans le monde. Bon, là, bien évidemment, nous parlons que des compétitions professionnelles, hein, nous ne parlons pas des compétitions amateurs. La vidéo doit être partout, dans tous les continents, et ce n'est pas le cas, et c'est loin d'être le cas. Je suis en train d'écrire à des fédérations et à des championnats pour savoir qui applique qui et qui applique quoi. En fait, c'est très difficile de savoir qui applique la VAR, qui applique la Guideline Technology ou qui applique les deux. Donc là, j'ai lancé quelques courriers, j'attends des réponses. En fait, c'est une véritable cacophonie de savoir s'il y a la VAR, s'il y a la Guideline, s'il y a les deux ou pas. Donc là aussi, il y a un article intéressant paru dans la Provence de Mario Albano qui pointait à propos d'une compétition toujours sans VAR. Donc 9e point, c'est lié aussi donc, au 8e point. Là où il n'y a pas vidéo, la vidéo est réclamée. Il y a quelques mois, vous avez tous vu que l'attaquant du Portugal, Cristiano Ronaldo, donc une des plus grandes stars du football dans le monde, donc s'était vu refuser un but lors d'un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2022 contre la Serbie. Donc il s'était vu refuser un but alors que le ballon avait franchi la ligne de but. La vidéo n'était pas utilisée lors de ces éliminatoires. On se demande pourquoi. Donc, c'est le prolongement donc, du 8e point. Donc, la vidéo doit être partout. Et dans la presse britannique, je sais que madame a parlé tout à l'heure du football féminin. Et concernant la vidéo, nous avons aussi des prises de position comme celle de madame Emma Hayes, qui est l'entraîneur du club féminin de Chelsea. Donc dans cet article, c'est intitulé Emma Hayes demands VAR in women's football after Arsenal loss. Donc demande donc de la vidéo concernant le football féminin. Donc 10e point, un retour en arrière semble difficile. Certains commentaires sont bien connus. Le recours à la VAR est trop fréquent, trop sévère, ou la VAR est trop utilisée. Monsieur Ténez, donc c'est un des derniers ouvrages parus sur le sujet, il estime que la VAR piège les supporters qui sont pris en otage avec des décisions retardées et des émotions différées. Mais, donc, malgré les critiques, la question qui peut se poser
Est-ce qu'un retour en arrière est aujourd'hui envisageable? À mon avis, je pense que non. Ce retour en arrière me semble très peu probable, d'autant plus que Arsène Wenger, donc l'entraîneur bien connu donc des Gunners Arsenal, aujourd'hui directeur du développement du football de la FIFA, a annoncé dans un journal britannique, donc le Times of London, une détection automatisée du hors-jeu pour la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Donc ce retour en arrière, donc le fait de dire est-ce que le football de demain sera sans la vidéo me paraît très improbable, d'autant plus, comme nous venons de le préciser, la vidéo est censée s'étendre dans un nombre croissant de compétitions. Néanmoins, ce qui pose problème, et j'ai pas peur de le dire, c'est la durée des fois que prend le fonctionnement de la VAR. Je lisais récemment sur un site internet belge qu'un but avait été annulé au bout de 7 minutes. Donc un délai que je trouve bien trop long et tout à fait inadmissible. Dernier point, donc c'est le 11e point. Donc la vidéo est plébiscitée malgré les critiques. D'après les sondages donc, qui sont faits par certains instituts, plus précisément d'après une étude exclusive arbitrage 2021, dont la source c'est Baromètre Kantar La Poste, donc qui date du 18 octobre 2021, bon il n'est pas de 2022, mais du 18 octobre 2021. Donc d'après cette étude, le recours à la VAR est plébiscité. Pour 90% des personnes interrogées, cela rassure et évite les erreurs d'arbitrage. Pour 89% des personnes, cela renforce la crédibilité de l'arbitrage. Donc les chiffres en faveur de la vidéo me semblent éloquents malgré les critiques qui lui sont adressées. Donc voilà donc brièvement donc ce voyage bon, qui est un peu touffu entre guillemets donc sur la vidéo dans le football qui nous a fait traverser les époques, donc le passé, le présent et peut-être le futur. Et maintenant, je dois dire, je n'ai qu'une hâte, c'est après la pause, écouter donc le King Michel Vautreau, puis après le professeur Olivier Chauveau, et je pense que leurs avis seront très éclairants sur l'avenir de l'arbitrage et de la vidéo dans le football. En tout cas, permettez-moi une nouvelle fois de renouveler donc mes remerciements et mes félicitations donc aux organisateurs, donc messieurs Tinchamp et Dietchi. Merci à vous. Merci Maître pour cet exposé qui nous a fait effectivement voyager dans le temps et qui appelle des perspectives, si j'ai bien compris, dans la présentation suivante. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions dans la salle? Oui, j'en ai une. Thomas Gillet qui est arbitre. Voilà aussi, donc je me sens un peu concerné. Je voudrais revenir sur un point au niveau de la vidéo. Je voudrais savoir votre avis concernant l'utilisation, un peu comme au rugby, c'est un peu à l'ordre du jour, l'utilisation des micros sur les arbitres pour coupler avec la vidéo. Est-ce que je voudrais avoir votre avis là-dessus? Alors les micros, bon moi je pense que c'est une bonne chose, mais je pense que M. Vautreau pourra vous donner à mon avis plus, à mon avis un avis de spécialiste. Mais en fait pour moi je pense que que ce n'est pas une mauvaise évolution. Merci. Alors, je vais prendre la parole. Je suis arbitre donc pour la FFSU et au niveau Ligue en jeunes. Une petite question sur le point 7 que vous avez abordé. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça peut résoudre des problèmes d'autoriser les capitaines à accéder à la vidéo et à demander des challenges? C'est-à-dire, en fait, moi j'ai développé cette idée en fait parce que ça existe dans certains sports. En fait, il m'a été précisé que dans l'escrime, en fait, c'était possible. Donc un escrimeur ou une escrimeuse avait la possibilité de demander. En fait, moi je pense que l'idée peut paraître bizarre ou assez cocasse, mais je pense que si personne ne déclenche les vidéos, pourquoi en fait un capitaine n'aurait pas le droit de demander en fait un exemple, il y a une main en fait qui n'a pas été donc en fait où les gens n'ont pas décidé d'actionner la VAR.
pourquoi en fait un club ou une sélection ne demanderait pas à ce qu'il y ait un visionnage en fait de cette situation de jeu. Sauf que techniquement, la VAR est déclenchée à chaque action litigieuse comme ça. Oui. Donc oui. si les capitaines la demandent, ce serait sur un fait de jeu qui rentre en Oui, mais des fois, vous lisez les VAR. commentaires de presse, en fait, il est dit certaines fautes, la VAR, en fait, n'a rien dit, etc. Donc, en fait, certains articles mettent en lumière, en fait, le silence, en fait, dans certaines rencontres, en fait, donc, de l'arbitrage vidéo. En fait, c'est pour ça que j'ai formulé en fait cela, mais je sais qu'à mon avis, en fait, cela a très peu de chances d'aboutir, puisque déjà, en fait, le temps a été extrêmement long pour qu'il y ait eu la goal line technologie et la VAR. Il a fallu, entre guillemets, presque plus de 50 ans, puisqu'on a parlé tout à l'heure donc du premier match donc de 1966, que ce n'est pas le premier match où il y a eu des erreurs d'arbitrage. Il a fallu attendre presque 50 ans pour l'introduction de la technologie, donc c'est pas demain que l'accès, en fait, que plutôt que la demande de visionnage d'images par la vidéo par le capitaine soit fait. Mais en fait, on pose le problème, car je pense qu'il faut réfléchir à des situations qui doivent permettre d'améliorer le fonctionnement du système. Okay. Je terminerai juste en demandant quelle place on laisse à l'interprétation de l'arbitre dans ces cas-là. Parce que si on fait toujours appel à la vidéo, à la technologie, on aura beau revoir 50 fois la même action, si c'est 50 fois le même humain qui juge la décision, il verra 50 fois la même chose. Parce que c'est sa vision et son c'est le problème qu'il y a actuellement avec la main. Peut-être que Michel va en parler tout à l'heure. Avec la main, il semble qu'il y ait, avec les règlements concernant la main, en fait, il semble qu'il y ait quelques problèmes. Mais bon, le congrès d'aujourd'hui ne va pas permettre de tout résoudre. Parce que moi, bon, en fait, je réfléchis sur ces questions, mais en fait, j'ai, paradoxalement, en fait, très peu joué au football. En fait, assez paradoxalement. Parce qu'à chaque fois que je devais jouer dans l'équipe de ma classe en collège, en fait, 15 jours avant, j'étais toujours écarté. Donc, en fait, mais ce qui m'empêche pas d'essayer de réfléchir, mais peut-être que l'idée que je développe est mauvaise. Mais si elle est mauvaise, tant pis, c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut poser sur la table des possibilités de réforme dans le futur, car je pense que le système de la vidéo actuellement doit être amélioré. Et on parlait de la durée. Quand on voit qu'un but, pour accorder un but, ou le refuser, il faut 7 minutes. Bon, pas 7 minutes à chaque fois, mais dans ce cas-là, il a fallu 7 minutes. Je trouve que c'est inadmissible. C'est pour ça que nous devons tous ensemble réfléchir à des points qui certains seront retenus et d'autres ne seront pas retenus. Si on n'autorise pas l'accès au capitaine, c'est pas grave. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir posé le problème, parce que peut-être que d'avoir évoqué cette idée, ça peut permettre de poser aussi d'autres possibilités de réforme. C'est ça, à mon avis, qu'il faut... La question mérite d'être posée, ça voilà. C'est sûr. Après, si c'est pas bon, c'est pas bon. Tant pis, c'est pas grave. En fait, peut-être que c'est plus applicable dans des sports comme l'escrime ou le volley, en fait, que le football. Mais je pense qu'il faut quand même poser la question. Alors, il y avait encore 2 questions avec. Mais c'est pour ça que je vous invite en fait à me faire un mail, en fait, pour me dire ce que vous en pensez, parce que justement, ça permet après de compléter, en fait, de dire parmi les réactions, on nous a dit ça. L'exposé, cher Michel, suscite des réactions puisqu'on a un 3e arbitre qui pose une question. Bonjour. C'est-à-dire Michel aurait dû être à côté de moi. En fait, mais bon. Bonjour, merci pour la parole. Pour ma part, je m'appelle Giovanni et je suis aussi arbitre à la FFSU du côté de Nantes. J'ai noté des points intéressants sur ce que vous avez dit et d'autres où nos avis divergent. D'abord, sur le principe de la réforme, et je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que tout principe, notamment au niveau de la VAR, peut être réformé. Mais sur le challenge, je rejoins Hugo. Est-ce que, c'est là où vient ma question, est-ce que l'esprit du football et l'esprit des footballeurs peut être en accord avec les challenges vidéo? C'est-à-dire, si on fait le challenge vidéo, je pense qu'il faut le limiter. En fait, il faut le limiter qu'à 1 demande ou 2 demandes maximum. Parce qu'autrement, après, on peut être inondé, entre guillemets, de demandes. En fait, c'est pour ça que
C'est pour ça que la tenue de conférence comme aujourd'hui, c'est intéressant, parce qu'un exemple là, vous nous dites le challenge vidéo, entre guillemets, en gros, c'est inapplicable. Si un recours trop fréquent, ça pourrait dénaturer le football. C'est pour ça que le fait d'échanger, en fait, est très important. Et je pense que c'est la base de la réussite du football de demain. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à confronter les points de vue, et c'est en les confrontant qu'on pourra améliorer le système. Mais je vous invite aussi, si vous avez la possibilité de me faire un mail, ça me permettra en fait d'enrichir cette réflexion. Je vais rajouter en même temps pour continuer sur ce que vous venez de dire. Par exemple, vous proposez de mettre un ou deux challenges vidéo. Je vais revenir sur les cas de la main que vous avez présentés, pas sur celui de Nantes-Nice, parce que en tant que supporter nantais, à mon avis, sera pas très honnête. Mais par contre, sur le cas OMOL, il le sera un peu plus. Imaginons que le capitaine de Marseille aurait fait appel à la décision de l'arbitre et demandé à la vidéo d'intervenir sur cette action-là. Le problème, c'est que la main, oui, il y a main, mais il n'y a pas faute de main. En effet, le règlement est très clair là-dessus. Donc en fait, est-ce que les joueurs sont capables de connaître aussi bien le règlement? Je ne dis pas que nous, les arbitres, on le connaît parfaitement, mais de connaître le règlement sur le bout des doigts afin de demander des challenges à chaque fois qui sont, pour la grande majorité des cas, inutilisables et mauvais en fait, pour le jeu du football. Et en plus, pour les 7 minutes, vous dites qu'on peut mettre 7 minutes pour valider un but, mais je pense que, et nous on nous l'a appris, moi pour ma part en tout cas, je préfère prendre 3 minutes pour prendre la bonne décision qu'au bout de 30 secondes et prendre la mauvaise. Oui, non, tout à fait. Oui, alors pour les challenges, je passe ensuite la parole à M. Axis. Les challenges en volley, on en a 2 par 7. Donc ça peut, c'est limité, ça évite de recourir, donc ça peut être une piste. Oui, mais 2 par 7, ça fait beaucoup. En fait, parce qu'il y a plusieurs sets entre guillemets dans le volley, donc ça peut entre guillemets, ça peut faire. C'est ce qui est appliqué, c'est vrai que c'est ça. Bon, Monsieur Xis. Enfin, moi, c'était presque plutôt une observation, parce que là, je vais reprendre ma casquette de journaliste. Quand tout le débat autour de la VAR et de la vidéo, etc., a été vendu, survendu et expliqué comme étant la solution miracle qui allait mettre fin au débat autour des décisions d'arbitrage, soulager les arbitres de pression et les amener à être plus sereins et défendus au sein du monde du football. Je suis désolé, c'est exactement l'effet inverse qui s'est produit. On n'a jamais autant discuté la moindre décision d'arbitrage, et en plus on amplifie maintenant ce qu'on dit à maintenant. Ah, il faut demander la VAR. Ah, la VAR, pourquoi la VAR a pris cette décision? Je rappelle que les arbitres aujourd'hui se retrouvent dans une situation où, en plus de devoir prendre des décisions, gérer la VAR, ils ont des joueurs qui arrivent vers eux, qui font. C'est devenu le geste. Les mains maintenant elles servent à quelque chose. On a plus que les touches. Moi, une fois encore, j'ai bien entendu qu'il faut améliorer. Quelle était la finalité d'instaurer la VAR? C'est ça, en fait, moi, la question. C'est pas du tout un refus de technologie. Si c'était pour aider l'arbitrage et à prendre des bonnes décisions, il y a eu des décisions d'arbitrage validées par la VAR qui sont contestées autant que celles qu'on a montrées à l'époque de 66 avec le Russian-Landmine. Pour mémoire, le match entre l'Allemagne et l'Angleterre avait été arbitré notamment par un arbitre soviétique, et quand on avait demandé pourquoi il n'avait pas validé le but allemand, il avait répondu Stalingrad. Donc vous voyez, il n'y a peut-être pas forcément que des raisons mais vraiment, hein, il est décédé aujourd'hui. Et c'est un héros, hein. Les Anglais vont rendre hommage à sa statue quand il se déplace dans sa ville de naissance. Mais voilà, moi, la question, pourquoi on instaurait la VAR? Moi, c'est vrai, quelle est la finalité? Est-ce qu'on y arrive? Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça a empiré les discussions, les débats autour de l'arbitrage, que ça les a résolus. Et je parle d'un point de vue journalistique, et je pense qu'on n'a jamais autant taillé les arbitres qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je pense que la VAR a été instituée pour aider les arbitres. Donc, alors, le problème, c'est qu'on parle beaucoup, entre guillemets, des décisions ou des buts ou non-buts polémiques, entre guillemets, mais de tout ce qui marche, entre guillemets, on n'en parle presque jamais. D'ailleurs, en fait, on le voit, lors du sondage précité, malgré ce qu'on croit et malgré les critiques, que le recours à la vidéo, est apprécié. Puisque d'après le sondage, 90% et 88% des personnes y sont satisfaites. Donc en fait, moi je pense qu'on parle beaucoup des polémiques, mais de ce qui marche bien, on en parle très peu. Mais à la base,
la vidéo a été instituée pour aider les arbitres. Mais je pense que la vidéo, en fait, c'est quand même un progrès. Alexis de Tocqueville le disait souvent, la société marche vers le progrès, et malgré les critiques, je pense que la vidéo est quand même un progrès. Et en fait, on le verra dans les années à venir. Je pense qu'il faut bien réfléchir sur ce qui doit être amélioré, et je pense qu'on est sur le bon chemin. Voilà. En tout cas, on rebondira. Il faut toujours après la avoir pause. preuve d'optimisme. Et il y avait une dernière question, la toute dernière, et après il faut qu'on fasse une pause. je crois que Michel veut poser une question. Michel, tu interviendras juste après. Non, pas juste après la pause. Mais il y avait Jean-Jacques aussi qui avait une question. Jean-Jacques, une question très courte qui appelle une réponse très courte. Alors c'est plutôt un commentaire sur les éléments. Il y a quelques années à l'UFR STAPS de Besançon, on a organisé un colloque arbitrage et vidéo qui concernait tous les sports, de l'escrime, la lutte, et puis on avait fait une table ronde avec tous les sports collectifs. Michel était intervenu. Hein. Et donc, il y a plusieurs types d'interventions de la vidéo dans l'arbitrage. Donc, il y a celle sur le terrain, effectivement, ça perd du temps, mais on peut imaginer le coût moral d'une mauvaise décision qui est définitive sur une équipe qui s'énerve et donc qui va monter la violence sur le match. Donc ça, c'est un premier point. Et puis donc les démotiver sur le restant du match. Donc il faut peut-être mieux perdre du temps pour prendre une bonne décision ou prendre du temps pour prendre une décision pour l'arbitre avec des avis. Hein. Ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point qui a été bien développé sur le rugby, qui est l'arbitrage en dehors, c'est-à-dire par deux arbitres, pour voir tous les mauvais gestes du rugby. Ce qui a considérablement descendu les mauvais gestes, puisque après coup, les gens sont convoqués dans des commissions pour pouvoir prendre une décision sur les mauvais gestes. Et en foot, on a vu aussi pendant longtemps les gens qui jouaient la comédie pour avoir des faux pénaltys, pour intervenir. Et on pourrait aussi intervenir sur l'antisportif de tous les footballeurs qui vont provoquer les arbitres en étant sur des distances très très courtes. Et puis les quelques arbitres féminines, parce qu'il faut aussi en parler, qui arbitrent des matchs masculins, elles ne sont pas toujours dans des conditions, on va dire, très très sûres pour elles, quoi. Donc voilà. Bon, non, mais moi je suis d'accord, la vidéo, ça peut être un rempart contre la triche ou les violences, ça on est d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas que du mauvais dans la vidéo. Mais bon, il faut savoir, à mon avis, je pense, bien l'utiliser et à bon escient. Et je pense que c'est pour ça que le système doit être réformé. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Et donc, c'est pour ça que des colloques comme aujourd'hui, en fait, ça permet de dire c'est pas bon. Là, un exemple, vous m'avez dit le capitaine, entre guillemets, bon, c'est pas bon. En fait, c'est pas applicable. C'est peut-être bon pour le volley ou l'escrime. C'est pour ça que je pense qu'il faut poser les problèmes avec des gens de la profession. Et c'est pour ça que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc on a Michel qui va parler, et là, en fait, beaucoup d'arbitres se sont exprimés et en fait ont pu donner leur point de vue. En fait, c'est ça le plus important, parce qu'il faut que, en fait, le point de vue, il y ait aussi le point de vue des personnes concernées. Parce que en fait, ce sont les arbitres qui sont sur le terrain. Voilà. Donc en conclusion, une très bonne transition pour la prochaine intervention après la pause. Je vous propose de faire peut-être 20 minutes, pas une demi-heure, hein, 17h10. Même moins, je pense qu'en 15 minutes ça suffit et on démarre avec Michel.